Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii, taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Le M23 a bougé ce week-end de certaines de ses positions du territoire d'Ouvira, parlant de retrait de ses positions, mais plusieurs sources confirment que ce groupe armé reste toutefois encore présent dans certaines autres localités du sud Kivu, notamment Luvungi. Les détails dans un instant. Le sommet France-Afrique totalise cette année plus de 50 années d'histoire. Cette année, ce rendez-vous entre l'Afrique et la France se déroule au Kenya, une première depuis que ce sommet existe, qu'il se tienne dans un pays anglophone. Notre invité ce soir s'appelle Salomon Batina, le directeur général de l'ISTEM Kisangani rejoint ce journal pour éclairer les allégations qui parlent de tentatives de sureffectifs dans l'établissement qu'il dirige depuis le contrôle du personnel qu'il a commandité. Bonsoir à tous une nouvelle fois. Le M23 a bougé ce week-end de certaines de ses positions du territoire d'Ouvira, parlant de retrait de ses positions. Au cours de ce mouvement qui a commencé samedi et qui s'est poursuivi jusqu'à hier dimanche, des combattants de la rébellion ont quitté quelques localités de la plaine de la Ruzizi et les moyens plateaux de l'Emera en direction de Kamanyola dans le territoire voisin de Walungu. Les détails avec Jean Kassami. Dans leur retrait, les troupes de l'AFC M23 quittent leur position avec leur matériel militaire. L'administrateur du territoire d'Ouvira confirme ces retraits dans quelques localités. Selon Jean de Dieu Selemani, ces mouvements résultent d'une pression diplomatique exercée sur l'AFC M23. Ils ont quitté Kabunambo, la cité de Sange, Nyakabere 1 et Nyakabere 2, Mutarule, Luberizi et Bwegera. Mais ils sont encore visibles à Luvungi. Pour sa part, le porte-parole du secteur opérationnel des FARDC Sud Kivu, le sous-lieutenant Rigene Mbouy, indique que les FARDC vont bientôt se déployer dans les zones abandonnées par l'AFC M23. On constate qu'il y a encore certains éléments M23 qui tiennent encore les flancs. Ce matin à Luvungi, le M23 a barré même la route à la population à ne pas sortir de leurs habitations. Nous ne savons pas les motifs. De son côté, la société civile d'Ouvira demande à la population d'éviter les anciens sites militaires afin de se protéger d'éventuels engins explosifs. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi. Entre-temps, la situation sécuritaire demeure très tendue dans le territoire de Masisi, province du Nord Kivu, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante. Plusieurs incidents armés ont été enregistrés ce week-end même, c'est notamment autour de Mushaki et dans la zone d'Ufamandu, respectivement à l'est et au sud du territoire en chefferie de Baoundé, une situation qui a provoqué de nouveaux déplacements des populations. Les détails ici aussi avec Bernard Nyangui. Vendredi, aux environs de 16h20, deux frappes successives ont ciblé des zones périphériques de l'agglomération de Mushaki, dans la chefferie de Baoundé, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. Selon des sources locales, il s'agirait de frappes aériennes par drone militaire. Quelques civils ont été blessés et le marché public de Mushaki, alors actif dans cette zone sous occupation des rebelles de l'AFC M23, a été brusquement perturbé.
Dans le même temps, des affrontements violents ont opposé deux groupes armés locaux vendredi et samedi dans le groupement d'Ufamando 1 et 2. Les combats ont concerné les villages de Kaleta, Bunyabaiti et Kirambo. Les miliciens Maïma et Lamuka de Machano se sont affrontés aux combattants du groupe CLD dirigé par Obedingabo. Le bilan fait état d'une femme grièvement blessée et d'au moins 4 autres personnes touchées ainsi que plusieurs cas de pillage. Selon les organisations de la société civile locale, ces incidents aggravent la situation humanitaire dans une zone déjà fragilisée par le conflit entre l'armée congolaise et la rébellion AFC 23. Des centaines de familles ont fui leur village, celles d'Ufamandou, se sont dirigées notamment dans les territoires voisins de Walikale, tandis que d'autres familles en provenance de l'axe Mouchaki-Matanda ont trouvé refuge vers Saké. Dans la province de l'Ituri, 2 nouvelles attaques attribuées aux rebelles ADF ont été signalées dimanche dans les villages de Makumo et Mabuo, en territoire de Mambasa. Le bilan provisoire fait état d'au moins 15 morts, des maisons incendiées et d'importants déplacements des populations. La coordination locale de la société civile du Congo affirme que plus de 20 villages sont déjà ciblés par ces rebelles depuis le mois de mars. Elle s'interroge sur l'efficacité des opérations militaires permanentes dans cette province. Isaac Raymond. La première attaque est survenue lundi matin dans une carrière minière de Mabuo en pleine forêt vers Muchacha. Selon des sources locales, 5 civils ont été tués par des combattants ADF. Dans la soirée de dimanche, un autre groupe de rebelles a fait incursion à Makumo. D'après la société civile du Congo, une dizaine de personnes y ont été tuées, plusieurs autres sont portées disparues et des habitations ont été incendiées. Ces attaques ont provoqué un déplacement massif des populations et paralysé les activités agricoles. Elles surviennent quelques jours seulement après l'attaque des Biakato jeudi dernier, qui avait déjà fait au moins 20 morts. Face à cette recrudescence, la société civile du Congo appelle le gouvernement à faire de la lutte contre les ADF une priorité, en renforçant les moyens militaires pour mettre fin aux exactions de ces groupes armés. Marie-Noël Anotane. Les autorités n'ont pas encore pris la situation des ADF au sérieux. Les autorités militaires doivent anticiper le fait. Ils doivent être aussi offensifs. Quand ils attendent les alertes de la population, prendre ça au sérieux et voir comment déployer les militaires avant que l'incursion n'arrive. Et non être seulement défensive. De son côté, l'administrateur assistant du territoire de Mambasa affirme que les FARDC poursuivent leurs efforts pour neutraliser les combattants ADF. Il condamne également les actes de certains individus qui jouent les jeux de l'ennemi en s'attaquant aux populations civiles. Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi. Retour dans la province du Nord Kivu pour signaler que la police de la ville de Butembo, une soixantaine de kilomètres de Beni, a reçu le week-end 6 jeeps neuves, dotation du gouvernement destinée à renforcer la mobilité de la police dans cette ville qui connaît un regain de criminalité et d'insécurité depuis plusieurs mois. Un geste salué par le commissaire supérieur principal Moa Baeki Teli, le maire de la ville de Butembo. Il est au micro de Marc Marou. Pour atteindre tous les coins et recoins, il nous a été difficile de pouvoir sécuriser comme il se doit la population. Mais avec cet apport, nous supposons que tant soit peu, nous ferons quelque chose pour pallier à ce qui est préoccupant. La population accueille à bras ouverts ces dons que nous venons de recevoir pour la sécurisation de la ville de Butembo. Cet acte puisse servir à la sécurisation de la ville de Butembo qui a plus d'1 million de personnes et avec une superficie de 190,34 km, l'étendue est si vaste. Province du Lualaba, les opérateurs miniers chinois sont devenus la cible des bandits armés dans le territoire de Muchacha sur l'axe Kisanfu-Kisankala. Le coordonnateur de l'ONG Ebenezer a expliqué à Radio Okapi qu'en l'espace de 2 mois, au moins 3 attaques visant des ressortissants chinois ont été enregistrés et le bilan fait état de la mort d'un Chinois tué par balle et d'importantes sommes d'argent ainsi que des biens de valeur emportés par des bandits armés. L'ONG en appelle donc à l'intervention des autorités du Lualaba pour renforcer la sécurité sur cet axe routier. Paulin Mounanga.
Le dernier cas en date a eu lieu jeudi passé. Un ressortissant chinois a été tué par balle et son chauffeur congolais a été blessé lors d'une attaque armée survenue sur l'axe Kisanfu-Kisankala, indique le coordonnateur de l'ONG Ebenezer basé au village Kisanfu. 2 autres attaques se sont produites sur les mêmes tronçons en mars dernier. Meksamou Kanya, coordonnateur de l'ONG Ebenezer, revient sur ces différentes attaques. La première attaque, on avait tiré 2 balles en l'air et heureusement les Chinois s'étaient échappés avec les chauffeurs. La deuxième attaque, les Chinois ont été kidnappés. Une somme de 65 millions de francs congolais et $3,000 ont été emportés, plus les méthorex et les téléphones des Chinois. Et la troisième attaque, c'est celle qui a tué les Chinois. En outre, il souligne que les policiers qui se trouvent dans la région n'ont pas assez de moyens pour sécuriser l'axe routier Kisanfu-Kisankala. Nous avons la police ici localement. Cette police n'est pas dotée de moyens nécessaires lorsqu'on alerte qu'il y a une situation d'insécurité. Pour dépêcher une opération urgente, ça pose nécessairement un problème. C'est peut-être une occasion pour nous d'interpeller les autorités compétentes, à l'occurrence le ministre de l'Intérieur et les généraux de la PNC. Question de doter cette police des moyens nécessaires. Nous n'avons pas pu joindre les autorités politico-militaires de la province du Lualaba. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Direction à présent le Kenya, plus particulièrement la ville de Nairobi, où s'ouvre aujourd'hui une autre édition du sommet France-Afrique, un peu inhabituel. Pour la première fois depuis la création de ces rendez-vous en 1973, il aura lieu dans un pays anglophone. Il s'agira, selon plusieurs experts en relations internationales, pour la France de passer d'une diplomatie héritée du passé à un partenariat axé sur l'innovation, le climat et la réforme du système financier mondial. Écoutons à ce sujet d'abord le président français Emmanuel Macron dans cet extrait proposé par Alain Hirung. C'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient pris pour leur pays. Sommet France-Afrique, un rendez-vous annuel donc qui existe depuis plus de 50 ans, mais quels sont alors les enjeux de ce sommet pour l'Afrique en général et la RDC en particulier? Piste de réponse dans ce condensé de Nancy Atambo. Parmi les sujets clés, la sécurité en Afrique centrale, la création d'emplois pour le jeune et une meilleure gestion des richesses naturelles. Plusieurs voies demandent aussi des partenariats plus justes entre la France et le pays africain. La présence d'Emmanuel Macron est très attendue. Ces annonces seront suivies de près pour voir si elles répondent réellement aux attentes. La République démocratique du Congo participe avec une délégation de plus de 119 personnes. On y retrouve des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, de membres de la société civile et de jeunes. Cette forte présence montre l'intérêt du pays pour ce forum. Pour la RDC, c'est une occasion de défendre ses priorités et d'attirer des investissements. Reste à voir si les promesses seront suivies d'actions concrètes. Dans la province du Maniema, une grande partie des élèves de l'école primaire Mwimbo est privée de cours. Selon son directeur, depuis le 13 avril dernier, l'établissement subit les conséquences des intempéries. Ce jour-là, un vent violent a emporté la toiture de plusieurs bâtiments, y compris 3 salles de classe. Cette situation contraint près d'une centaine d'élèves à un arrêt forcé de leur scolarité. Face à cette crise, le directeur Haruna Amadi lance un appel pressant aux autorités et aux personnes de bonne volonté. Il se confie au micro de Florence Kiza.
Depuis que l'école primaire Mwimbo a connu une débandade de 3 salles qui sont tombées dans la journée du lundi 13 avril 2026, jusqu'à maintenant, les enfants n'étudient pas. Et d'ailleurs, ces 3 salles hébergent 115 enfants parce que nous avons d'abord soutenu les paroles du chef de l'État. Nous avons eu beaucoup d'enfants à l'école primaire Mwimbo suite à la gratuité. C'est pourquoi depuis que l'école primaire Mwimbo a eu cette difficulté par le vent violent du 13 jusqu'à maintenant, les enfants n'étudient pas. C'est pourquoi nous crions, nous les responsables de cette école, le directeur et les enseignants et les parents aussi, nous crions d'abord aux hommes de bonne foi et députés de nous soutenir. Actualité internationale. Donald Trump a qualifié hier dimanche soir de totalement inacceptable la réponse iranienne à la proposition de Washington destinée à mettre fin à leur conflit, tandis que Téhéran a dénoncé des demandes excessives qui équivaudraient à une capitulation, a rapporté la presse officielle iranienne. Peu après, Benjamin Netanyahou a fait part de sa détermination à récupérer l'uranium iranien dans une interview à la télévision CBS. L'invité. À Kisangani, le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM en sigle, a récemment lancé un contrôle administratif du personnel. Depuis, cette démarche alimente des rumeurs de sureffectifs et suscite des tensions parmi certains agents. Mais le directeur général de l'ISTEM Kisangani, le professeur Salomon Batina, rejette fermement les allégations de malaise au sein de l'institution. Samedi dernier, à l'issue d'une assemblée générale consacrée à l'apaisement, il a expliqué que ce contrôle répond à une nécessité qu'il considère tout à fait normale. Il est au micro de Jacques Moukonkole. Monsieur le directeur général de l'ISTEM Kisangani, bonjour. Bonjour. Le climat est pollué actuellement au sein de votre établissement. Cela s'est exacerbé surtout après le lancement du contrôle administratif. Qu'est-ce qui l'a motivé? Merci beaucoup. D'abord, je rectifie que le climat n'est pas pollué. Il est normal et vous faites allusion à un contrôle. C'est un processus administratif normal et donc il n'y a rien de particulier ni d'étranger. C'est ce contrôle justement qui a provoqué un peu un mouvement d'agitation dans cet établissement. Qu'est-ce que vous avez découvert pendant le contrôle? Non, il y a une commission qui s'en occupe. C'est une commission qui avait déjà commencé son travail et la commission continue justement. Et il était tout simplement question d'une certaine incompréhension et il a fallu insister sur les valeurs d'excellence qui guident toutes les activités dans les milieux universitaires. C'est très important pour que tout notre personnel puisse avoir cela comme boussole, les valeurs d'excellence, parce que aucun antivaleur n'est accepté et vous êtes sans ignorer que c'est vraiment le cheval de bataille de son excellence Madame la ministre d'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique, innovation. Vous parlez d'excellence. Est-ce que vous avez constaté quelques failles dans ce domaine? Bien, la commission est en train de faire son travail. À la fin, ils vont nous rendre le rapport en bonne et due forme avec certainement des recommandations. Il faut savoir que la commission ne prend pas de décisions, mais il constate les faits, les évidences et c'est même avantageux, très avantageux pour notre personnel parce que je dis que c'est une continuité. Auparavant, ils avaient fait le travail, ils n'avaient travaillé que sur les dossiers physiques sans interagir avec les agents. Maintenant, les agents passent par rapport à leurs différents dossiers, ils sont informés de ce qui est contenu dans leur dossier, des éléments qui manquent, ils les complètent, etc. Et ils sont en train d'interagir avec la commission. Certaines indications parlent déjà d'irrégularités, de pléthore. Qu'en pensez-vous? Bien, nous attendons les rapports de la commission et le moment venu, nous aurons les éléments vrais pour pouvoir en parler. Est-ce que vous dites bien les indiscrétions? La commission a suspendu le travail. Est-ce un aveu d'échec ou une mesure de sécurité? Parce que la commission aurait été
menacé par certaines personnes. Bien, ils ont suspendu momentanément à cause d'un certain comportement inadmissible dans les milieux universitaires et qui sera bien sûr, si on déniche les concernés, il y a les textes qui nous régissent en rapport avec tout cela et la commission pourra continuer parce que c'est un processus administratif normal. Il continue son bonhomme de chemin. C'est pas nouveau, les contrôles. Alors comment comptez-vous ramener la paix sociale au sein de votre établissement? Non, j'insiste beaucoup que le climat, il est sain, il est calme. Ce que nous devons tout simplement faire, c'est continuer à consolider plutôt ce calme-là. Ce n'est pas faire revenir le calme, non, continuer à consolider le calme. Vous avez participé avec nous à l'Assemblée Générale. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier? Je ne pense pas. Vous avez vu que tout notre personnel est sorti heureux, éclairé, ils avaient l'information à temps réel, ils ont même fait des recommandations qu'il faut des interactions assez régulières et nous leur avons également dit qu'il y a plusieurs canaux de communication au-delà des sections, des différents services, etc. Et que cela, bien sûr, sont des différents canaux, mais qui sont complémentaires. Mais certains dénoncent certaines antivaleurs, telles que, on parlait de tribalisme, de l'ethnicisme. Donc, ce sont des choses qui se passent au sein de l'islam. Ils ont dénoncé, vous avez suivi, ils ont parlé de cela tout à l'heure là, et vous avez également suivi que le comité de gestion est implacable là-dessus. C'est pas de la place pour le tribalisme, pas de la place pour de propos xénophobes, etc. Et tout celui qui s'amuse, qui continue dans ce sens-là, il aura la loi sur sa route. Un dernier mot? Bon, un dernier mot, c'est que vous avez constaté que tout va bien et que tout se passe bien. Le personnel s'est même déplacé en ce jour à cause de cette situation dont vous posez la question. La commission va continuer son travail à bonne et due forme. Vous avez vu qu'ils sont tous engagés, ils sont même pressés qu'ils soient contrôlés les premiers pour que l'un rentre dans ses enseignements, l'autre rentre dans ses activités administratives, etc. Et donc, tout se passe bien et nous espérons continuer comme ça et être au rendez-vous de la clôture de l'année académique et la collation des grades tel que les calendriers académiques nous l'exigent. Enfin, que va-t-il se passer après le contrôle? Vous serez informé le moment venu. Merci, monsieur le DG. Je vous en prie, merci beaucoup.